19 avril 2012. Laurence de Rancourt et Laurence Grand-Clément embarquent pour traverser l'océan Indien à la rame, l'une des mers les plus dangereuses où plus d'un navigateur a échoué avant elles. Elles arrivent à destination 85 jours plus tard, après de nombreuses péripéties, et battent ainsi le record mondial. J'ai eu beaucoup de questionnements de mon entourage. Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi tu y vas? Et il y a un moment, je savais jamais quoi répondre. À part que, si tu as une envie, ça s'honore. Tu sens que tu as envie. Alors vas-y, qu'est-ce que tu en sais de toute façon de ce qui a du sens dans la vie? En vrai, personne ne le sait exactement. J'étais un peu prête à tout. Voilà, j'avais pas encore d'enfant, j'étais calée nulle part. J'adorais le sport. J'avais une fausse impression de, j'allais dire surpuissance, mais c'est pas ça, hein. Ouais. Mais de plein d'énergie et que je voulais la mettre quelque part, quoi. Je savais pas trop où la mettre. L'endurance et puis l'inconnu. Vraiment, ça m'attirait beaucoup. L'inconnu, donc la haute mer, que je connaissais pas du tout. Et puis, il y a le côté aussi, je voulais vivre la simplification extrême. Quand on part en mer, on a calculé à l'avance tout ce dont on a besoin, parce qu'après c'est foutu. Du coup, tu te retrouves avec le strict minimum, tu as réfléchi à ce dont tu as besoin, et après le reste c'est toi. Et moi j'avais besoin de percevoir peut-être aussi encore qui j'étais. Est-ce que quand j'ai plus mes amis, ma famille, mon petit gymnase, toutes ces choses-là qui me font du bien dans le quotidien, est-ce que je suis encore quelqu'un d'entier, quoi? Et encore plus si j'ai peur, qui y a quand j'ai peur? Peut-être quand j'ai peur de mourir, y a qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond de moi qui va réagir, qui va dire accroche-toi, la vie c'est précieux, donc on y va, on s'accroche? Ou est-ce que je vais me rendre compte, et j'avais peur de me rendre compte de ça, que non, quand j'ai peur et que je suis à poil au milieu de l'océan, je suis vraiment plus rien du tout, peut-être aussi. Finalement, c'est comme si, avec nos pauvres compétences d'être humain, on fait le maximum, on prépare un maximum dans le détail, mais après, au bout de 3 semaines, de toute façon, il y a tout qui part en cacahuète. De toute façon, l'océan, il t'a bouffé, il t'a rouillé les trucs, il t'a fait des furoncles. Quoi qu'il arrive, il y a un moment, forcément, et plus vite que ce que tu penses, ça peut dériver. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu le combat entre David et Goliath, quoi. Toi, t'étais pauvre petite être humaine avec ses crèmes là, qui essaie de lutter contre des blessures, ou alors qui a essayé d'anticiper un maximum, de prévoir les repas, le nombre de calories et tout. Et puis à la fin, en fait, après, t'es lâché. Après, c'est la tête, quoi. Mais je pense que c'est quand même important de préparer dans le détail parce que ça te renforce toi aussi, quoi. En tant qu'être humain, tu te dis, moi, avec tout ce que j'ai déjà au moins donné le maximum. Après, après, je suis larguée dans la nature, je ferai ce que je peux. Mais moi, j'ai rien à regretter. Avec mes petits moyens, là, j'ai essayé d'anticiper plein de trucs, quoi. Et on voit encore la terre, c'est la triche. Le jeu, mais ça va, ça commence à venir. Et on s'attendait à bien pire que ça par rapport au mal de mer et par rapport aux vagues. Ce sûr, c'est qu'on rentre très vite dans un nouveau mode, quand même. Parce que si on était dans le même mode que là tous les jours, on supporterait pas une demi-journée sur le bateau. Donc très vite, on se met dans un autre mode, notamment le rapport au temps qui change. Parce que sinon, pareil, on regarderait toutes les minutes, ce serait invivable. On n'est pas dans une échelle qui permet de vivre ça sereinement, quand on se dit, bon, j'en ai encore 2 mois et demi, ça va. Tu peux pas te dire ça, encore 2 mois et demi à ramer, bon, ça va pas, quoi. Donc on se met beaucoup plus dans l'instant présent, et ça, on y passe très vite dans ce mode. Donc il y a eu toute la première moitié, en fait, qui s'est super bien passée au niveau performance.
Et du coup, c'est vrai que ça nous grisait un peu. On se dit, ouais, on avance comme des folles, on va faire péter tous les records. Donc c'est vrai que ça nous aidait un petit peu. Et puis après, il y a eu le milieu de la traversée où la fatigue commence à s'installer quand même assez fortement. Et la mer qui se calmait jamais en fait. Sur l'océan Indien, c'est ça qui est particulier. Tout changeait toutes les demi-heures, il fallait changer le cap tout le temps, il fallait être vigilante tout le temps. Et donc il y a cette usure qui s'installe là quand même au milieu de la traversée. Où moi je me souviens que j'avais un peu des coups au moral là. Alors voilà, donc là je sors de mon car. Bon, je laisse à Laurence une situation pas très jolie, on n'avance vraiment pas beaucoup. Parce qu'on a du vent du sud et puis du coup on fait surtout que de la dérive nord. Qu'est-ce qui se passe là dehors? Ouais bon voilà, ça a l'air de rien mais en fait c'est compliqué quoi. Voilà. Donc, sinon la pêche hein, mais l'océan Indien, jamais d'accord avec lui. Et puis les 3/4 de la traversée arrivent. Donc là on se met un petit peu en mode dernière ligne droite. Et sauf que du coup c'est le moment où la plus grosse tempête est arrivée. Donc là c'était rouge partout, vraiment tous les systèmes météo nous disaient que ça allait être compliqué. Et donc où on a eu le pépin matériel et les pépins physiques les plus sérieux de la traversée. Donc là ça a fait vraiment créer une rupture quoi. Dans cette traversée, donc on se retourne une première fois dans la nuit. Et puis, c'est là qu'on développe plein d'énergie pour remettre le bateau comme il faut, écoper, se soigner un peu, débriefer un peu. Et puis on repart, la mer n'avait pas trop baissé. Et 10 heures plus tard, paf, deuxième retournement. Bon, bah là, on prend cher quand même. Parce que, après avoir capsaïsé cette nuit, déjà c'est fin de rôle d'effet, et ben on a tenté de repartir ce matin et, en se faisant quelques petites frayeurs et on s'est retourné. Oh voilà. C'est vraiment pas jojo, surtout qu'on n'a plus qu'une rame. Voilà. Donc plus qu'une rame, ça veut dire on peut plus ramer. Donc on va voir comment on peut réparer la moins abîmée. Et si on peut pas la réparer, bon. Bon, déjà physiquement on était atteinte, nerveusement aussi, et sur le plan matériel, on n'avait plus qu'une rame et plus de doublons de matériel de sécurité. Donc on était vraiment à râler pas crête quoi, sur tout ce qui était sécurité, et état physique et moral. Et donc c'est là où il a fallu passer encore dans un autre mode. Parce que donc là on arrête tout, on met le bateau sur ancre flottante. Et puis on commence à réfléchir parce qu'on ne pouvait plus avancer de toute façon. Oui. Et voilà, donc c'est là qu'a commencé une semaine de réparation des rames, mais encore dans la tempête. Donc là, on était clairement en mode survie finalement. Tu vois, beaucoup de choses qui étaient abîmées, qui étaient perdues, qui étaient parties à l'eau. Et donc chacune, on a pris en main une rame à réparer. Il y avait des rames qui étaient restées presque en 2 morceaux, qui étaient juste pliés, et d'autres où, par hasard, ma coéquipière dans l'eau avait retrouvé les 2 morceaux. Et à la fin, ma foi, on avait 2 nouvelles rames, qui pesaient un certain poids, du coup, mais on a pu repartir au bout d'une semaine avec ces rames réparées. Notre plus gros succès, on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est l'humain. Parce que si on n'avait pas réussi à
j'allais dire à s'entendre, mais c'est presque plus collaborer. Je pense qu'on serait peut-être pas arrivé de l'autre côté, tout simplement. Et ça, on l'a perçu très vite. On s'est dit que c'était un point aussi important à prendre en compte que la solidité du bateau, que combien de kilos de bouffe on allait prendre, que des choses comme ça très basiques. Parce qu'on est deux personnes très très différentes, de caractère, de cursus. Et donc ça peut être très difficile de s'entendre parce que sur le bateau, on n'a pas besoin des mêmes choses pour se sentir en confiance. Et donc potentiellement, on ne va pas donner les bonnes choses à sa coéquipière pour qu'elle se sente en confiance avec ça. Parfois, j'avais des vieux réflexes de me dire « Oh, je préfère faire des trucs toute seule ». J'ai construit d'ailleurs ma notion d'aventure un peu toute seule, finalement, où j'aimais bien partir seule en montagne, etc. Mais peut-être par simplicité. Et là, c'était une inquiétude de me demander comment je vais fonctionner avec une équipe. Mais déjà, je ne l'aurais pas fait sans cette équipe. Donc, et après coup, tous ces efforts-là, je trouve que ça crée une aventure qui était belle, quoi. Mais c'est une sorte de pari dès le début qu'on a fait de manière implicite, toutes les deux, de dire ouais, toutes les deux, on va y arriver, c'est sûr. Et même s'il y a des gros pépins, même si on se comprend pas et que clairement ça a frité, le lendemain on est encore là et on continue, on essaye, on recommence, voilà, on s'arrête pas. Et ce côté un petit peu engagement, quoi. Et puis une espèce de foi dans notre binôme, parce que c'est un choix, c'est comme ça, on y croit, on sait qu'on va y arriver toutes les deux et il n'y a pas moyen, on va y arriver. Je ne conçois pas la vie sans aventure. Par contre, il y a des moments de notre vie où on est capable de vivre des aventures plus extrêmes, si on en a besoin. Moi, j'ai beaucoup envié aussi les gens qui n'avaient pas besoin de faire des trucs comme ça. Ça m'est toujours resté en tête. Mais moi, j'avais besoin de vivre ça. Donc, c'est une aventure au sens le plus connu du terme, quoi, où on part dans un autre contexte, où on se défait de tous ses repères familiaux, sociaux, et tout d'un coup, on se retrouve à poil ou presque au milieu d'un océan pour voir ce qui reste de nous-mêmes, quoi. Mais finalement, dans l'aventure, moi, je vois beaucoup une ouverture, une curiosité, un lâcher-prise, de l'envie, l'envie de découvrir des nouveaux trucs, l'envie de progresser. Tout ça, pour moi, c'est aussi des aventures. Et ça, tout le monde l'a à portée de main. Donc moi, c'est plutôt ça en ce moment. Ah, il y a une citation dans mes toilettes qui dit « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, mais pas de liberté sans courage. » Et à mon avis, le courage, il est un peu lié à l'aventure. Et moi, je le vois un petit peu comme ça. J'ai l'impression que pour vivre vraiment, pour être entier, il faut savoir lâcher prise et puis se mettre un tout petit peu en danger. Je veux pas être dans une recherche de performance toute ma vie. Je veux être dans une recherche d'enrichissement, de progrès, mais pas de performance, parce que déjà je vais être terriblement déçue, je pense, toute ma vie. Parce que c'est quoi une performance? Maintenant, on a été les meilleurs du monde. Comment je fais, moi? Tu vois, si je continue dans cet état d'esprit-là, ça va pas aller, je vais être malheureuse, forcément. J'ai quand même le sentiment qu'on peut s'enfermer dans des choses sans plus rien voir, juste par peur de... un peu cette mamie dans sa maison de retraite qui va jamais avoir le courage d'aller à l'atelier. Et à la fin, en éliminant tous les trucs nouveaux, à la fin, elle se retrouve dans sa chambre. Et est-ce qu'on est vraiment libre quand on connaît plus que soi-même? En fait, on a
même pas la chance d'être libre parce qu'on est libre par rapport à rien. Les périodes de ma vie où je me suis sentie la plus libre, c'est quand j'avais mis l'énergie derrière, quoi. Et c'est quand j'avais accepté de lâcher prise. Et c'est là où je me sentais le plus moi-même, le plus en phase avec moi-même. Je ressentais le plus de liberté intérieure parce que j'avais fait des choix, quoi. J'avais choisi des trucs et j'avais osé y aller. Et finalement, quand j'ai pas cette énergie, ce courage, je me sens comme un petit peu emprisonnée, quoi, par ma propre personne, par mon environnement qui m'accable plutôt qu'il m'attire. Mais moi, je veux pas de cette situation où j'ai jamais à choisir, où j'ai jamais à me dire bon, allez, je fais quoi? Ah, je fais ça et je l'assume. Et je sais que je mets ça de côté, mais je vais vers là et je suis contente. En chinois, le mot qui veut dire conflit, c'est-à-dire un petit peu quelque chose qui se passe pas comme prévu, sinon, il est constitué des deux idéogrammes qui veulent dire danger et opportunité. Donc finalement, c'est un petit peu toujours cette liberté que tu as, toi, de transformer un inconnu ou quelque chose qui va créer une tension ou une nouveauté en opportunité ou en danger, quoi. Et ça, on a tous cette liberté-là de choisir, en gros, le positif ou le négatif, quoi. Moi, mon aventure, c'est ça, c'est d'essayer. Je suis peut-être la plus mauvaise de tout le monde, hein, vraiment, mais par contre, c'est celle-là que je veux vivre, d'aventure, d'essayer de rendre positif tout ce qui m'arrive ou tout ce qui arrive, en tout cas, autour de moi, quoi. Et parce que je suis persuadée que ça mène quelque part. Encore une fois, à la question « Pourquoi t'es allée sur cette traversée ?» Voilà, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'y suis allée. C'est un peu ça la liberté. C'est un peu ça, d'après moi, qui donne du goût à la vie aussi, quoi.